En 1938, Napoleon Hill a écrit le livre le plus dangereux de sa vie. Sa propre femme a voulu le brûler. Ce manuscrit est resté enfermé dans un coffre en cuir rouge pendant 73 ans, caché du monde entier, censuré, supprimé. Pourquoi? Parce que ce que Napoleon Hill avait découvert était trop dangereux pour être rendu public. Ce qu'il décrit dans ce livre pourrait remettre en cause tout ce qu'on t'a enseigné, à l'école, à l'église, par ta famille, par les médias. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets que même la version publiée du livre n'ose pas dire clairement. Si tu as vu la partie 1, tu sais déjà que le diable existe sous une forme que personne ne t'a jamais montrée. Mais aujourd'hui, on va plus loin. Beaucoup plus loin. Reste jusqu'à la fin, parce que le secret le plus censuré de tout le livre, je le garde pour les dernières minutes. Et crois-moi, il va tout changer. Pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, il faut d'abord comprendre pourquoi ce livre a failli ne jamais exister. Nous sommes en 1938. Napoleon Hill a 55 ans. Il vient de passer des décennies à interviewer les hommes les plus riches et les plus puissants du monde. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Il a écrit « Réfléchissez et devenez riche », l'un des livres de développement personnel les plus vendus de tous les temps. Et pourtant, cette nuit-là, en 1938, il écrit quelque chose de différent, quelque chose d'étrange, quelque chose que même lui n'arrive pas à expliquer rationnellement. Il raconte avoir eu une conversation directe avec le diable, une interview, une négociation. Et il a tout retranscrit. Sa femme Annie Lou lit le manuscrit, et elle est terrifiée. « Napoléon, si tu publies ça, les gens vont penser que tu es fou. L'Église va t'excommunier. Les politiques vont te détruire. » Elle le supplie, elle le menace, et il cède. Le manuscrit est enfermé, oublié. Il faudra attendre 2011, soit 73 ans après son écriture et 46 ans après la mort de Napoleon Hill, pour que ce texte soit enfin publié. Grâce à Sharon Lechter, qui a retrouvé le coffre, l'a ouvert et a publié ce qu'elle a trouvé. Mais voilà ce que la plupart des gens ne savent pas. Même la version publiée a été édulcorée. Certains passages restent ambigus. Certaines révélations sont noyées dans des annotations modernes qui en diluent la puissance. Moi, j'ai relu ce texte original mot pour mot. Et aujourd'hui, je vais t'extraire les 4 secrets que presque personne ne cite, les 4 révélations les plus brûlantes, les 4 vérités que le diable lui-même, selon Napoleon Hill, a confessées sous interrogatoire. Mais avant, si tu regardes cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Ici, on ne fait pas dans la pensée positive superficielle. On va chercher les vérités profondes que les autres n'osent pas toucher. Abonne-toi maintenant, parce que ce qu'on fait ici ne ressemble à rien d'autre sur YouTube. Secret numéro 1, le drifter. Premier secret supprimé. Et celui-ci va peut-être te mettre mal à l'aise. Napoleon Hill demande au diable « Combien d'âmes humaines contrôles-tu réellement ?» Et la réponse du diable, c'est 98%. 98% des êtres humains vivants. Et quand Hill lui demande comment il y parvient, le diable répond avec un seul mot, le drifting. En français, la dérive. Qu'est-ce qu'un drifter? C'est quelqu'un qui n'a pas de but défini dans la vie. Quelqu'un qui laisse les circonstances, les autres et les habitudes décider à sa place. Quelqu'un qui réagit à la vie au lieu de la créer. Et attention, le diable précise quelque chose de fondamental. Un drifter n'est pas forcément quelqu'un de paresseux ou d'incompétent. Un drifter peut être un médecin brillant, un père de famille aimant, un employé exemplaire. Mais s'il n'a pas de but suprême qui guide chacune de ses décisions, il dérive. Et il est sous contrôle. Laisse-moi te poser 5 questions. Réponds honnêtement. Rien que pour toi. 1. Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux accomplir dans les 5 prochaines années? Pas vaguement. Exactement. 2. Est-ce que tu commences des projets que tu n'arrives jamais à terminer? 3. Est-ce que tu changes d'avis souvent sous l'influence des opinions des autres? 4. Est-ce que tu passes plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux
Netflix ou YouTube, sans avoir décidé consciemment de le faire? 5. Est-ce que tu fais la même chose, de la même façon depuis des années, sans te demander si c'est ce que tu veux vraiment? Si tu as répondu oui à 3 de ces questions ou plus, alors selon Napoleon Hill et la philosophie de ce livre, tu es un drifter. Et tu n'es pas seul. 98% des gens le sont. Et voici ce qui est fascinant et inquiétant. En 2026, le drifting est encore plus facile qu'en 1938. Parce que les outils pour te faire dériver sont aujourd'hui dans ta poche. L'algorithme TikTok, les notifications Instagram, les séries Netflix avec l'autoplay automatique, tout est conçu pour que tu dérives, pour que tu consommes sans réfléchir, pour que tu restes dans cet état de semi-conscience où tu suis le flux sans jamais choisir ta direction. Le diable de Napoleon Hill n'aurait même pas à travailler dur aujourd'hui. La technologie fait le travail à sa place. Mais voilà la bonne nouvelle. Et c'est ce qui différencie les 2% qui échappent au contrôle. La sortie du drifting n'est pas compliquée. Elle est juste inconfortable. Le diable le dit lui-même sous interrogatoire. Je ne peux pas contrôler quelqu'un qui a un but défini et la volonté de le poursuivre. C'est tout. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Garde cette idée en tête. On y revient dans la section des solutions. Mais d'abord, il y a quelque chose d'encore plus profond. Une loi de l'univers que le diable révèle et qui va changer ta façon de voir chaque habitude de ta vie. Secret numéro 2. Le rythme hypnotique. Il y a une loi que personne ne t'a enseignée à l'école, et je pense que c'est volontaire. Napoleon Hill appelle ça le rythme hypnotique. Et quand j'ai compris ce concept pour la première fois, j'ai dû reposer le livre, parce que ça m'a forcé à regarder toute ma vie différemment. Voici l'idée fondamentale. Tout dans l'univers fonctionne par rythme. Les saisons, les marées, les cycles économiques, les habitudes humaines. Et le diable explique que quand un comportement ou une pensée est répété suffisamment longtemps, il entre dans ce qu'il appelle le rythme hypnotique, un état où ce comportement devient automatique, inconscient et presque impossible à changer sans effort délibéré. Imagine une mélodie que tu entends tous les matins pendant 6 mois. Au bout d'un moment, ton cerveau la joue tout seul, même quand tu ne veux pas l'entendre. C'est le rythme hypnotique appliqué à la musique. Mais maintenant, applique ça à ta vie. Tes habitudes matinales, ta façon de réagir quand quelqu'un te critique, ta tendance à procrastiner ou à agir, ta façon de penser à l'argent, à tes relations, à ton avenir. Tout ce que tu répètes, que ce soit positif ou négatif, entre progressivement dans ce rythme hypnotique. Et une fois que c'est verrouillé, ça tourne tout seul, sans que tu aies à y penser, sans que tu aies besoin de prendre de décision. Et voilà le piège magistral que révèle le diable. La plupart des gens laissent des forces extérieures définir leurs rythmes hypnotiques. Leur entourage négatif, les médias anxiogènes, les habitudes héritées de l'enfance, les peurs instillées par la société, tout ça programme le rythme hypnotique d'une personne à son insu. Mais voici l'autre face de cette loi. Et c'est ça que les 2% ont compris. Le rythme hypnotique est un outil neutre. Il peut travailler pour toi ou contre toi. Il dépend entièrement de ce que tu décides de répéter consciemment. Les gens qui réussissent de façon extraordinaire, les entrepreneurs, les artistes, les athlètes au sommet, ne sont pas des surhommes. Ils ont simplement installé les bons rythmes hypnotiques. Ils ont répété les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes réponses émotionnelles, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Exemple concret, un entrepreneur qui se lève à 5 heures du matin. La première semaine, c'est un combat de chaque instant. Le réveil sonne, son cerveau lui dit « non ». Mais s'il persiste 66 jours, c'est le chiffre que les chercheurs en neurosciences donnent pour la formation d'une habitude profonde, alors se lever à 5 heures entre dans son rythme hypnotique. Son cerveau le fait automatiquement, sans combat, sans douleur. Napoleon Hill dit quelque chose de magnifique à ce sujet. La nature est juste et équitable. Elle ne favorise ni le bien ni le mal. Elle répond simplement à l'impulsion de la pensée habituellement dominante. En d'autres termes, la loi du rythme hypnotique n'a pas de morale. Elle sert celui qui l'utilise consciemment. Mais maintenant,
Je dois te parler des armes. Parce que même si tu comprends le drifting et le rythme hypnotique, si tu ne sais pas comment le diable opère concrètement, tu resteras vulnérable. Et c'est ici que le livre devient vraiment inconfortable. Secret numéro 3. Les 7 armes du diable. Sous l'interrogatoire de Napoleon Hill, le diable finit par avouer. Il révèle les 7 outils qu'il utilise pour contrôler les 98%. Et je vais être honnête avec toi. En lisant cette liste, j'ai reconnu des parties de ma propre vie. Et je parie que toi aussi. Arme numéro 1, la peur. Le diable l'appelle son arme principale. Et il ne parle pas uniquement de la peur de la mort ou du danger physique. Il liste 6 formes de peur qui paralysent les humains. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Il précise quelque chose de glaçant. La peur de la pauvreté est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle tue l'ambition, détruit la confiance en soi et installe l'état de drifting parfait. Un homme qui a peur de perdre ce qu'il a ne prend plus de risques. Il ne crée plus. Il survit. Et en survivant, il dérive. Arme numéro 2, la flatterie. Le diable explique « Je préfère la flatterie à la peur pour contrôler les esprits supérieurs. » Pourquoi ? Parce que les gens intelligents résistent souvent à la peur. Mais presque personne ne résiste à la flatterie. Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision parce que quelqu'un t'a dit que tu étais le seul à pouvoir le faire ? Combien de fois as-tu accepté quelque chose que tu n'aurais pas dû accepter parce qu'on t'avait complimenté ? La flatterie est le cheval de Troie de l'ego. Arme numéro 3. Les mauvaises habitudes alimentaires. Celle-là, presque personne ne la cite. Et c'est peut-être la révélation la plus surprenante du livre. Le diable affirme qu'il contrôle les gens à travers leur alimentation. La surconsommation, les aliments qui créent de la léthargie mentale, l'alcool, les substances qui altèrent à la conscience, tout ça affaiblit la capacité de résistance de l'esprit humain. Un homme qui mange trop, qui s'intoxique, qui n'écoute pas son corps, m'appartient à moitié, dit le diable, parce que son esprit ne peut pas fonctionner à pleine puissance dans un corps négligé. Il écrit ça en 1938. Les neurosciences modernes lui donnent raison à 100%. Arme numéro 4. L'environnement toxique. C'est l'une des révélations les plus politiquement explosives du livre, et l'une des raisons pour lesquelles Annie Lou Hill voulait le détruire. Le diable dit textuellement « Les écoles, les églises et les gouvernements sont mes plus précieux alliés. » Pas parce qu'ils sont mauvais en eux-mêmes, mais parce qu'ils enseignent aux gens à ne pas penser par eux-mêmes. Il accuse ces institutions de fabriquer des drifters en masse, des gens formés à obéir, à répéter, à accepter sans questionner. Tu comprends maintenant pourquoi sa femme avait peur ? En 1938, écrire ça, c'était signer son arrêt de mort social. Arme numéro 5. La procrastination. Le temps était mon arme la plus douce, dit le diable, parce qu'elle est invisible. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une forme sophistiquée de drifting. Chaque fois que tu repousses la décision importante, l'action nécessaire, le changement que tu sais que tu dois faire, tu laisses la dérive reprendre le contrôle. Arme numéro 6, l'opinion des autres. Je contrôle les drifters à travers leurs pairs. Ils font ce que leurs amis font, croient ce que leur entourage croit, et abandonnent à leurs rêves dès que quelqu'un ricane. Le regard des autres est une cage que la plupart des gens construisent eux-mêmes, pierre par pierre, depuis l'enfance. Arme numéro 7. Le manque de but défini. Et on revient au début. Le diable appelle ça la porte d'entrée principale. Sans but défini, toutes les autres armes fonctionnent automatiquement. Avec un but défini, aucune ne peut te toucher complètement. Maintenant que tu connais les armes du diable, il est temps que je te donne celles de Napoleon Hill, les 7 principes qui permettent de lui échapper. Et cela, le diable les a révélés lui-même, sous la pression de l'interrogatoire. Secret numéro 4. Les 7 principes anti-diable. Sous l'interrogatoire de Hill, le diable fait quelque chose d'inattendu. Plutôt que de simplement avouer ses méthodes, il finit par révéler, contraint et forcé,
les 7 principes qui permettent à un être humain de lui échapper définitivement. Ces principes ne sont pas des conseils de développement personnel superficiels. Ce sont des lois, selon Napoleon Hill, des mécanismes fondamentaux. Et les 2% qui vivent vraiment leur vie, consciemment, librement, puissamment, appliquent tous ces principes, souvent sans même le savoir. Principe numéro 1, la définitivité du but. Avoir un objectif principal clair, précis, non négociable. Pas « je veux être riche », pas « je veux être heureux ». Un but défini, une mission de vie, un projet central autour duquel tout s'organise. Ce principe est le bouclier principal contre le drifting. Le diable le dit lui-même. Je ne peux rien contre quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui est prêt à tout pour l'obtenir. C'est ta première arme. Principe numéro 2, la maîtrise de soi. Contrôler ses émotions, ses pensées automatiques, ses réactions impulsives, ce n'est pas être froid ou sans émotion, c'est choisir quand et comment laisser ses émotions s'exprimer. Il dit que les drifters sont esclaves de leurs émotions. Les non-drifters en sont les maîtres. Principe numéro 3, apprendre de l'adversité. Toute adversité contient une graine de bénéfice équivalent, c'est l'une des phrases les plus citées de Napoleon Hill. Dans « Plus malin que le diable », il va plus loin. Il dit que l'adversité est en réalité l'outil le plus puissant pour forcer le cerveau à trouver de nouvelles solutions. Les gens qui n'ont jamais souffert sont rarement capables de grandes choses, dit le diable, parce qu'ils n'ont jamais été forcés de chercher les ressources enfouies en eux. Chaque échec que tu as vécu est une formation. La question est-ce que tu l'as utilisé? Principe numéro 4. Contrôler son environnement. Il dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mais dans ce livre, il va encore plus loin. Il inclut dans environnement tout ce que ton esprit consomme, les livres, les médias, les conversations, les espaces physiques, même la musique que tu écoutes. Show me a man's environment, and I will tell you who owns his soul. Montre-moi l'environnement d'un homme, et je te dirai qui possède son âme. C'est l'une des citations les plus brutales du livre. Principe numéro 5. La dimension temps. Tout ce sur quoi tu focalises ton attention de façon répétée finit par se manifester dans ta réalité, en bien comme en mal. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie de haut niveau. Un homme qui passe ses journées à ruminer sa pauvreté crée des comportements qui renforcent sa pauvreté. Un homme qui visualise sa réussite de façon précise et régulière crée des comportements, souvent inconscients, qui la favorisent. Le rythme hypnotique, encore une fois. Principe numéro 6, l'harmonie. Aligner toutes ses ressources, temps, énergie, argent, relations, pensées, dans la direction d'un seul but. Il appelle ça être en harmonie avec soi-même. Et il dit que c'est l'état le plus puissant qu'un être humain puisse atteindre. Un homme en harmonie avec son but est invincible, dit le diable. C'est pourquoi je consacre tant d'énergie à maintenir les humains dans la dispersion et la contradiction intérieure. Principe numéro 7. La prudence. Planifier avant d'agir. Choisir ses alliés avec soin. Ne pas réagir impulsivement. Ne pas partager ses projets avec des gens qui n'ont pas la capacité de les comprendre ou la bienveillance de les soutenir. Napoleon Hill dit que la plupart des rêves meurent dans une conversation. Quelqu'un partage son projet avec la mauvaise personne, reçoit une dose de scepticisme ou de moquerie et abandonne. La prudence, c'est protéger ton but comme on protège une flamme sous le vent. Ces 7 principes sont tes armes. Mais maintenant, il est temps. Il est temps de te révéler ce que j'ai annoncé au début de cette vidéo. Le secret le plus censuré de tout le livre. Celui que personne ne cite. Celui pour lequel Annie Lou Hill a voulu brûler le manuscrit. Le secret le plus censuré. Napoleon Hill interroge le diable sur ses alliés les plus puissants sur Terre. Qui travaille pour toi? Qui t'aide à contrôler les 98%? Et le diable répond. Les maîtres d'école, les pasteurs, les prêtres, les politiciens, les journaux, les parents. Pas les criminels, pas les tyrans, pas les monstres évidents. Les institutions, les piliers de la société,
les gens auxquels on nous apprend à faire confiance dès l'enfance. Le diable explique son raisonnement avec une logique glaciale. Je ne leur demande pas de faire le mal directement. Je leur demande simplement d'enseigner aux gens à ne pas penser par eux-mêmes, à obéir, à répéter, à accepter, à avoir peur de questionner l'autorité. Et ça, c'est tout ce dont j'ai besoin. Un enfant qui apprend à mémoriser sans comprendre, à obéir sans questionner, à avoir peur de la différence. Cet enfant est mien avant même d'avoir 10 ans. Et une fois le rythme hypnotique installé, il le sera pour toujours, à moins qu'il ne se réveille. Je veux m'arrêter ici une seconde, parce que ce passage est souvent mal interprété. Napoleon Hill ne dit pas que les enseignants, les prêtres ou les parents sont mauvais. Il ne dit pas que toutes les institutions sont corrompues. Ce qu'il dit, ce que le diable avoue, c'est que les systèmes, quand ils ne favorisent pas la pensée indépendante, deviennent des outils de contrôle. Qu'une école qui forme des exécutants plutôt que des penseurs sert les intérêts du drifting. Qu'une religion qui utilise la peur plutôt que l'amour et la conscience sert les intérêts de la peur. En 1938, écrire ça, c'était révolutionnaire, dangereux, peut-être suicidaire socialement. En 2026, c'est encore plus pertinent, parce que les systèmes de contrôle sont devenus invisibles. Ils sont dans ton téléphone, dans l'algorithme qui décide ce que tu vois, dans les notifications qui décident quand tu dois être distrait, dans les plateformes conçues par des centaines d'ingénieurs dont le seul objectif est de capter et de garder ton attention. Le diable de Napoleon Hill n'aurait pas besoin d'église ni d'école pour contrôler les esprits aujourd'hui. Il aurait juste besoin de Silicon Valley. Mais voilà le twist final. Voilà le secret dans le secret. À la fin de l'interrogatoire, Hill demande au diable « Quelle est ta plus grande peur ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment te détruire ?» Et le diable répond « Que les humains découvrent que je n'existe que parce qu'ils me croient réel. Que le véritable diable n'est pas un être extérieur. C'est la peur que chaque individu nourrit en lui-même. C'est l'absence de but. C'est le refus de penser. Je ne suis pas une puissance extérieure. Je suis la partie de chaque esprit humain qui choisit la dérive plutôt que la conscience. Le plus grand secret du diable, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas en toi. Bien, on a fait le tour des ombres. Maintenant, parlons lumière. Parce que la philosophie de Napoleon Hill n'est pas une philosophie du désespoir. C'est une philosophie de la liberté. Et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le drifting, le rythme hypnotique, les 7 armes, les systèmes de contrôle, tout ça n'a de sens que si ça te donne une direction. Voici 3 étapes concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Étape numéro 1. Définis ton but principal en une phrase. Avant de fermer cette vidéo, prends une feuille ou ton téléphone et écris une seule phrase qui répond à cette question. Dans 5 ans, qu'est-ce que j'aurai accompli que je serai fier d'avoir accompli ? Pas une liste. Une phrase, précise, concrète, mesurable. Je veux être heureux ne compte pas. En 2031, j'ai créé une entreprise qui génère 10 000 € par mois et qui m'a permis de voyager 3 mois par an. Ça, c'est un but défini. Ce but devient ton bouclier contre le drifting. Chaque décision que tu prends, chaque opportunité qui se présente, tu la filtres à travers ce but. Est-ce que ça m'en rapproche ou est-ce que ça m'en éloigne ? Étape numéro 2. Audite ton rythme hypnotique. Pendant 7 jours, une seule semaine, note dans un carnet les 5 choses que tu fais tous les jours automatiquement. Sans y réfléchir. Les premières seules choses que tu fais le matin. Ce que tu fais pendant tes pauses. Ce que tu regardes ou lis avant de dormir. À la fin des 7 jours, pose-toi cette question pour chaque habitude. Est-ce que cette habitude me rapproche de mon but principal ou m'en éloigne ? C'est tout. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as besoin de voir clairement. Parce qu'on ne peut pas casser un rythme hypnotique dont on n'est pas conscient. Étape numéro 3. Contrôle délibérément ton environnement cette semaine. Fais une modification concrète dans ton environnement mental. Une seule. Ça peut être désactiver les notifications de toutes les applications pendant 3 heures le matin. Arrêter de regarder les informations pendant 7 jours.
remplacer 30 minutes de scroll par 30 minutes de lecture d'un livre qui nourrit ton but principal. Une modification, tenue pendant 7 jours. Et observe ce qui se passe dans ton niveau d'énergie, ta clarté mentale et ta capacité à avancer vers ton but. Napoléon Hill dit que la transformation ne vient pas d'une révélation soudaine. Elle vient de décisions petites, répétées, conscientes, jusqu'à ce qu'elles entrent dans ton rythme hypnotique. Et à ce moment-là, c'est toi qui contrôles ta vie. Les 2% ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des génies, ce ne sont pas des chanceux. Ce sont des gens qui ont compris ces principes et qui ont eu le courage de les appliquer même quand c'était inconfortable. Et cette compréhension, tu viens de l'acquérir. Avant de partir, je veux te poser une question. Et j'aimerais vraiment que tu répondes dans les commentaires. Parmi les 7 armes du diable que j'ai citées aujourd'hui, la peur, la flatterie, l'alimentation, l'environnement toxique, la procrastination, l'opinion des autres, le manque de but, laquelle t'a le plus touché? Laquelle tu reconnais dans ta propre vie? Je lis tous les commentaires, et ta réponse m'aidera à savoir sur quoi aller plus loin dans les prochaines vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Pas parce que c'est la formule qu'on répète sur YouTube, mais parce que ce qu'on construit ici est différent. On ne fait pas dans la pensée positive de façade. On creuse, on questionne, on cherche les vérités que la plupart des chaînes n'osent pas toucher. En attendant, va écrire cette phrase, une seule, ton but principal dans 5 ans. Le diable n'a aucun pouvoir sur quelqu'un qui sait exactement où il va. À très bientôt.